Amérique du Sud, côte Pacifique, Pérou. Là se trouve une contrée formée de déserts, de montagnes et de forêts. 3 fois plus vaste que la France, le Pérou est surtout connu pour la civilisation qui, avant la conquête espagnole, s'y était épanouie. Sous l'impulsion des empereurs incas, des vestiges monumentaux ont été laissés par cet empire. Aujourd'hui, il force l'admiration de chacun. La forteresse de Machu Picchu, la plus célèbre des ruines incaïques, remarquable par l'importance et la beauté de ses constructions, par son site impressionnant où elle se dresse. Les Incas ne connaissaient pas d'autres métaux que le cuivre. Regardez bien cette pierre. Et avec le cuivre, ils ont réussi à tailler le granit le plus dur et à construire des bâtiments d'une perfection parfaite. Et ces bâtiments reposent sur une pierre, celle que vous venez de voir. La citadelle de Machu Picchu est entourée de terrasses cultivées, s'étageant sur quelques 900 mètres de dénivellation. Aujourd'hui, on distingue parfaitement les vestiges de ces terrasses, et cela jusqu'au sommet du piton du Huayna Picchu, où l'on peut apercevoir leur bande horizontale. Mais le Pérou n'est pas fait seulement de merveilles archéologiques. La côte et les premiers contreforts des Andes ne sont que d'immenses déserts au milieu desquels se dressent quelques volcans calcinés. Pourtant, dans le creux des vallées, les hommes, à force de labeur, ont domestiqué la nature grâce aux torrents descendus des montagnes neigeuses de la cordillère. Le sol a été irrigué et aujourd'hui, les oasis verdoyants s'étendent au milieu des déserts de sable jaune. C'est dans l'une de ces oasis que l'on trouve plutôt une vieille cité construite à l'époque coloniale, Arequipa, aujourd'hui la seconde ville du Pérou. Ici, rien ne paraît avoir changé depuis les conquistadors. Derrière les murs des vieilles demeures se cachent les mêmes patios fleuris qui abritèrent leurs amours et leurs intrigues sanglantes. Les églises, surchargées de sculptures, témoignant de leur ferveur religieuse, sont aussi blanches que si elles avaient été achevées la veille. Au centre de cette cité enrichie par la culture et l'industrie du coton, les rues sont très animées. Malgré le métissage, la population est à peine différente de celle que l'on rencontre à Madrid ou à Séville. Mais dans les vieux quartiers, on trouve encore des ruelles tranquilles, où flotte dans l'air un parfum imprégné d'histoire. Pourtant, toute cette richesse n'aurait sans doute jamais existé si, au large des côtes du Pérou, ne se dressaient pas les îles blanches, d'une désolation sans bornes. Ces îles, vous allez les voir. Voilà. Elles semblent n'être que de rocs stériles battus par le vent et la mer. Mais des bandes immenses d'oiseaux sauvages viennent y déposer la richesse, le guano, l'engrais merveilleux qui a permis de fertiliser les déserts de la côte. En effet, le guano n'est rien d'autre que la déjection des millions d'oiseaux qui vivent sur ces îles. C'est lui qui leur a donné cette couleur blanche, surprenante, et qui les fait ressembler à des icebergs. Les Incas connaissaient le guano et savaient l'exploiter, mais la tradition s'était perdue. Et lorsqu'au début du siècle dernier on reprit l'exploitation du guano, les îles étaient tellement recouvertes qu'il y en avait un peu plus de 40 mètres. 40 mètres de déjection d'oiseaux. Aujourd'hui, le guano est exploité tous les 2 ans, lorsque la couche d'engrais atteint 20 cm d'épaisseur, ce qui est une hauteur raisonnable tout de même. Plusieurs races d'oiseaux participent à la formation du guano. Les piqueros qui vivent sur les rochers les plus abrupts et surtout les guanaïs. Ce sont des espèces de cormorans qui se rassemblent en immenses troupeaux. L'extraction du guano n'est plus un travail artisanal. Ce serait trop long. C'est une véritable industrie qui emploie près de 8000 hommes répartis sur une quarantaine d'îles et qui produit chaque année 500 000 tonnes d'engrais. L'extraction était autrefois assurée par des esclaves. Aujourd'hui, c'est le travail manuel le mieux payé du Pérou. Mais les ouvriers doivent demeurer 8 mois dans les îles sans revenir à terre. C'est une extrêmement rude épreuve, particulièrement, je crois, pour les Péruviens.
qui se passent assez mal du contact de leurs semblables. On trouve sur les îles du Guano des représentants de toutes les races qui peuplent le Pérou, des Indiens, des Blancs, des Noirs, des Jaunes. Vous voyez le travail. L'extraction maintenant est achevée, vous assistez à la mise en sac. Et vous allez voir combien il est facile de juger de l'importance de la production en songeant qu'il y a plus de 40 îles productrices de guano. Mais oui, ils seront tous pleins. Et voici maintenant les producteurs, les oiseaux, les guanaïs. Ils ne sont pas très sauvages, mais il est impossible de les approcher à plus de 8 ou 10 mètres. Et vous allez voir une chose amusante. Quand on s'approche du troupeau, ils se dérobent, ils s'écartent et se reforment derrière la personne qui s'en approche. Et ça dans un très très grand cercle. Regardez bien, cela va se produire dans quelques instants. Voilà. Vous voyez comment ils s'y prennent? Ce sont des mouvements de foule assez amusants et assez extraordinaires, je trouve. Oh, ils n'ont pas très peur. Ils s'écartent par principe. C'est un document assez curieux. Et oui, ce sont des oiseaux. Que des oiseaux. Mais en marche. Des oiseaux en marche. Et jusqu'à 9 h du matin, il est pratiquement impossible de faire s'envoler ces oiseaux. Mais à 9 h précises, obéissant à une mystérieuse loi de la nature, ils s'élancent sur un plan incliné et prennent l'air. Ça aussi, vous allez le voir. Mais ils sont si nombreux, plus de 40 millions dans les différentes îles, qu'il faudra plus de 2 heures avant que toute la troupe n'ait réussi à s'envoler pour la pêche aux anchois qui constituent leur nourriture. Voilà l'envol. Ils attendent, comme les avions, sur un terrain d'aviation, ils attendent simplement d'avoir la piste à eux. Ils font des anchois une consommation fantastique. Si l'on songe que pour produire une tonne de guano, il faut que les oiseaux avalent quelques 30 tonnes d'anchois. Comme ils produisent chaque année près de 500 000 tonnes de guano, ils avalent donc quelques 15 millions de tonnes d'anchois. Oui, eh bien mon Dieu, cela vous laisse rêveur. Et l'agriculture péruvienne absorbe à elle seule la presque totalité de la production du guano. Car c'est grâce à cet engrais sans rival que prospèrent les riches oasis de la région côtière. Les sacs sont évacués grâce, vous allez le voir, à de curieux petits téléphériques qui permettent de charger des péniches qui sont ensuite remorquées vers les ports du Pérou. Mais ce système n'est possible que parce que les eaux de cette partie du Pacifique sont extrêmement calmes et portent véritablement leur nom, pour une fois. Este baile moreno es malambero, por eso redobla lindo el cajonero. Este baile moreno es malambero.
Dès que l'on quitte les régions côtières et que l'on pénètre de 300 ou 400 km à l'intérieur du pays, on découvre un tout autre monde, l'altiplano. Ces pays des grands plateaux et des longues collines à environ 4000 mètres d'altitude et s'étend sur une superficie plus vaste que celle de la France. Là, dans le fond d'un vallon perdu, existe une ferme extraordinaire où 4 générations de Péruviens, à force de travail et de patience, ont réussi à faire pousser des arbres à plus de 4300 mètres, ce qui tout de même est un record. Avec la même patience, ces hommes ont réussi à renouveler l'exploit des Indiens de la préhistoire. Ils ont domestiqué un animal très sauvage, la vigogne. Ils l'ont fait surtout parce que sa toison est vraiment une toison d'or. C'est une laine si fine, si douce, si légère, que les Américains la payent jusqu'à 8 $ la livre. Mais voilà, il y a toujours un voilà. Une vigogne produit 1 livre de laine par an. C'est pourquoi ils l'ont croisée avec son cousin l'alpaga. Ainsi, ils ont obtenu un animal hybride, dont la laine, à peine moins belle que celle de la vigogne, est 3 fois plus abondante, ce qui tout de même est plus rentable. Cette ferme est l'une des 2 seules du Pérou où l'on a réussi à domestiquer des vigognes. Lorsque ces animaux sont à l'état sauvage, ils sont très farouches et très rapides à la course.